Bien, bonjour à tout le monde. Nous allons reprendre une nouvelle conférence qui va faire vraiment suite à celle qui vient de se passer. En ceci que nous allons parler de la nature et de la nature, savoir si la nature est un laboratoire ou non et comment on doit la comprendre. L'observation de la nature depuis l'Antiquité a été l'un des fondements de la méthode scientifique. Puis, depuis la Renaissance, les savants se sont isolés pour devenir des laborantins. Ils ont modifié le cadre de leur recherche. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, nos scientifiques utilisent la nature comme laboratoire ou vivent-ils en marge? Et la science-fiction peut-elle apporter une alternative? Alors, pour parler de ceci, nous avons donc Vincent Cailbeau, qui est un architecte vert, on va dire, reconnu par ses pairs comme un des plus actifs dans le domaine de l'architecture écologique. Depuis 2001, il a été nominé à de plusieurs prix, il a publié des ouvrages, il a conçu un peu partout dans le monde des bâtiments tournés vers l'avenir et vers une architecture durable. Time Magazine a dit de lui qu'il était le meilleur architecte éco-utopiste en 2011. Nous avons aussi Jean-Louis Trudel, qui est diplômé en physique, en astronomie et en histoire et philosophie des sciences. Il enseigne l'histoire à l'Université d'Ottawa. Depuis 1994, il a signé 28 livres sous son nom en particulier pour jeunes, dont 2 romans de science-fiction et 2 recueils. Depuis 1984, il a aussi signé plus de 100 nouvelles en français et en anglais, et a également signé 5 livres et plusieurs récits avec Yves Ménard, sous le nom de plume de Laurent McAllister. Et nous avons aussi Éric Pichol, qui est physicien au CNRS, qui est un spécialiste de la physique quantique. En 2009, il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire pour son essai Solution non satisfaisante, une anatomie de Robert Heinlein. En 2012, il publie le collectif Sciences et Fiction et Didactique des langues, un outil communicationnel, culturel et conceptuel, avec Estelle Blanquet et Yves Bardière. Pour lui, l'ASF et Robert Heinlein en particulier ont influencé la science du XXe siècle. Alors que notre nature est de plus en plus rognée par l'occupation humaine, peut-elle et doit-elle encore servir de terrain de jeu aux chercheurs? C'est ce que je vous propose d'essayer de discuter entre nous aujourd'hui. Alors, d'abord, la science. La science et la nature. Donc, comment ça a démarré l'exploration? Comment la science a pu être arrivée? Si on essaye de revenir très en arrière, peut-être on peut revenir jusqu'à la démarche préhistorique, une démarche un petit peu peut-être empirique, sur un besoin plus axé sur la réponse aux besoins que sur la connaissance en elle-même, pour évoluer jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, je m'étais placé au centre pour ne pas être le premier à intervenir, mais on peut certainement adopter un point de vue sur le long terme et suivre un peu l'évolution de l'utilisation de l'étude de la nature par l'humanité pour en dégager des savoirs. Il y a effectivement une phase préhistorique où on se constitue des savoirs directement au contact de la nature, sans nécessairement de théorisation, dans la mesure où on peut le savoir. Il y a en général quand même des formes de théorisation, parce qu'on se rend compte assez vite qu'il y a des facteurs causaux qui échappent à l'appréhension directe. Et donc, dans ce qu'on sait des connaissances préhistoriques, il y a à la fois des savoirs très fins, des taxonomies très fines. Le test que l'on peut toujours lancer à des hommes et des femmes modernes d'aujourd'hui, c'est si on vous met dans une forêt, combien d'espèces d'arbres pourriez-vous reconnaître? Combien d'espèces de plantes pourriez-vous reconnaître? Et si on posait la même question à quelqu'un dans une société dite plus primitive, je pense qu'en général, on sait qu'à population égale, les sociétés au contact de la nature l'emporteraient de loin sur un échantillon des populations modernes. D'ailleurs, lorsqu'on fait des études sur, disons, des populations citadines d'adolescents et d'enfants, parfois ils auraient du mal à reconnaître plus de 2 ou 3 arbres. Le sapin de Noël à la rigueur, mais il y a, c'est certain, un appauvrissement de notre connaissance de nature aujourd'hui. Mais à l'inverse de cela, effectivement, on a, à travers l'histoire, on a peu à peu problématisé notre rapport à la nature
pour justement essayer d'élucider certains de ces facteurs causaux, de cesser, disons, de parler d'esprits invisibles, d'attribuer à des agents inconnaissables l'opération des forces dont on observait les résultats mais sans pouvoir retracer les effets. Et tant qu'à parler le premier, bon, j'en profiterai aussi pour vider, essayer d'évacuer rapidement cette dichotomie nature-laboratoire, parce que bon, du point de vue scientifique, nous faisons tous partie de la nature. Tout ce qui se passe dans le laboratoire, ce n'est pas qu'on se sépare de la nature, c'est simplement que on pourrait dire qu'on la discipline, on l'encadre, on la contrôle, on essaye aussi de réduire le nombre de facteurs avec lesquels on joue afin d'écarter les facteurs qui sont en trop et de bien comprendre en fin de compte quel est le facteur le plus important pour aboutir à tel ou tel résultat. Et c'est ce qui est arrivé à partir d'un certain moment dans les laboratoires. On s'est rendu compte que, par exemple, dans les laboratoires des alchimistes égyptiens, qui eux-mêmes étaient sans doute les successeurs des ateliers, des teinturiers, des joailliers, des fabricants d'émaux de l'Antiquité, si on travaillait avec des produits plus ou moins purifiés, on commençait à maîtriser les résultats qu'on pouvait obtenir en opérant tel ou tel mélange. Et à partir d'un certain moment, on pourrait en reparler pour la Renaissance, effectivement, on s'est mis à combiner à la réflexion philosophique qui partait des observations de sens commun de ce qu'on pouvait voir dans la nature, ce qui était la démarche un peu d'Aristote, des scolastiques, et on arrive à l'idée, vers peut-être Galilée, de travailler avec des machines, des appareils de laboratoire qui ne sont pas encore censés donner des réponses. Ils sont censés démontrer qu'on est sur la bonne piste. Lorsque Galilée fabrique des machines pour faire rouler des billes, a priori, il veut se confirmer, se prouver à lui-même qu'il est sur la bonne piste, mais il va décrire plus ou moins l'appareil pour convaincre les autres. Et dans le courant du XVIIe siècle, il y a toute une période où on va de plus en plus passer de l'expérience par la pensée à l'expérience par, on pourrait dire, le mécanisme, l'appareillage. Et c'est toute une démarche sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir. Alors, si on continue, si on avance vers notre époque, après, donc les gens, enfin, je pense que si on prend les théories sur l'atome, si on descend encore un peu plus loin sur les mécaniques quantiques, là, la nature, elle nous apporte plus grand-chose. On est obligé de travailler en laboratoire, voire même en simulation informatique. Non, je ne dirais pas ça. Les choses n'ont pas tant changé. Simplement, il y a toujours eu des choses accessibles, des choses relativement faciles à voir, des choses accessibles à l'œil et des choses un peu plus compliquées. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, si tu parles de physique atomique, les atomes sont des objets invisibles. Donc on a besoin de se doter de sens supplémentaires, on a besoin de se doter de techniques supplémentaires pour aller voir. Mais on peut tout aussi bien dire que les planètes lointaines étaient invisibles à l'œil nu il y a quelques siècles, et qu'il fallait aussi que le télescope est un pas de géant au moins aussi important que ce qui nous permet aujourd'hui d'aller vers l'atome. Moi, je pense que au risque de répéter ce que vient de dire Jean-Louis, il y a Hugo Bellagamba qui nous a proposé le thème de cette table ronde, est un écrivain qui aime bien sûr jouer avec les mots. Et la question est bien sûr de ce qu'on entend par les mots de science, de méthode, de laboratoire. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le sens des mots, en fait, la problématique est quasiment la même, quel que soit le domaine auquel on l'applique. Et il y a un certain nombre d'objets conceptuels ou il y a un certain nombre de sujets qui relèvent d'une interaction avec le monde, d'autres qui n'en relèvent pas. Au risque de remonter pour le coup encore à l'Antiquité, les Grecs avaient l'habitude de séparer, il y avait trois domaines de la connaissance, il y avait trois grandes familles de disciplines. Il y avait la logique, alors la logique qui inclut ce qu'on appelle aujourd'hui les mathématiques, qui sont un domaine qui peut être purement intellectuel, purement conceptuel, mais ça inclut aussi la rhétorique, ça inclut ce qu'on appelle aujourd'hui la logique, c'est-à-dire les règles de raisonnement qu'on peut avoir.
Tous ces domaines-là qui concernent des choses qui se passent dans la tête du mathématicien, dans la tête de l'avocat, dans la tête de la personne qui joue avec ces concepts, n'ont pas besoin d'un rapport particulier avec le monde. On pourrait imaginer des gens enfermés dans une boîte noire, sans aucun contact avec le monde extérieur, et qui malgré tout font des mathématiques, qui malgré tout se disputent entre eux, qui malgré tout ont besoin d'avocats ou de règles du jeu pour travailler ensemble. Et puis il y a toutes les disciplines que les Grecs appellent la physique, mais c'est bien sûr la physique moderne, mais c'est aussi bien la biologie, c'est toutes les sciences de la vie, toutes les sciences de la Terre, qui sont des disciplines qui traitent du reste du monde, qui traitent de ce qui nous entoure. Là, il y a une infinité de problèmes. Le propre de la nature, c'est d'être infiniment riche, infiniment complexe, beaucoup trop complexe pour qu'on aborde tout à la fois, d'où le besoin de se spécialiser, d'où le besoin de chercher à prendre des problèmes les uns après les autres. Et la façon dont on va l'aborder va dépendre du problème posé. Et chaque fois que les scientifiques ont été suffisamment arrogants pour dire bon, maintenant on a fait le tour des choses, on sait exactement, on sait tout sur le monde, on n'est jamais allé jusque-là, mais au moins on a une méthode qui est suffisamment au point pour maintenant pouvoir appliquer la méthode scientifique avec un grand L et un grand M. La nature s'est toujours trouvée là pour assez rapidement nous expliquer que non, il y avait de nouvelles surprises, il y avait de nouvelles choses qu'on était complètement incapable de traiter avec les anciennes méthodes, et que sans forcément tout mettre à la poubelle, on était obligé d'inventer de nouvelles méthodes, d'inventer de nouvelles disciplines, de repartir, non pas de zéro, puisque la science est une discipline, une démarche cumulative, on s'appuie sur ce qu'ont trouvé nos prédécesseurs, mais chaque fois qu'on croit pouvoir s'arrêter, se reposer sur nos lauriers, il faut réinventer de nouvelles méthodes. Et donc, il est extrêmement imprudent de définir une méthode scientifique de façon exclusive, parce qu'on est systématiquement démenti par le prochain problème, par la prochaine révolution scientifique. Et le seul point commun qu'on peut reconnaître, qu'on peut retrouver dans toutes les démarches scientifiques, et là encore, je ne fais guère que répéter ce qu'a dit Jean-Louis. Bon, il parlait de Galilée, je vais parler de Descartes, mais c'est la même période et la même démarche. Il s'est trouvé un moment, pendant longtemps, effectivement, où on se contentait d'observer la nature parce qu'on n'avait pas forcément prise sur elle. Et puis, quand on avait pris sur elle, quand on avait trouvé des choses, l'économie du savoir était telle qu'on les gardait pour soi et éventuellement, le maître d'atelier formait son disciple, mais on se gardait bien de publier ses secrets d'atelier. Donc, on avait une économie de la connaissance qui était fermée et qui était extrêmement restreinte. À la Renaissance, on a une explosion de ces choses-là. Descartes est le premier à décider d'abord d'écrire en français. Le simple fait d'écrire le discours de la méthode en français, c'est une façon de dire que c'est une méthode qui n'est pas simplement à l'usage des clercs et des gens qui savent le latin, mais qui est accessible à tous ceux qui savent lire, ce qui n'est pas forcément tout le monde à l'époque, mais c'est quand même plus facile de lire un texte en français que de s'approprier une culture complète. Mais le discours de la méthode et les règles pour la direction de l'esprit, c'est fondamentalement une proposition de méthode efficace. C'est la clé chez Descartes, c'est l'efficacité. Il ne s'agit pas de dire elle est meilleure que les autres parce que j'ai une vérité révélée et que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est simplement il y a une méthode plus efficace que l'autre pour aborder des problèmes complexes ou certains types de problèmes complexes. Et ce que nous dit Descartes, c'est de le réduire en éléments simples. Là encore, c'est exactement ce que disait Jean-Louis. Donc il faut décomposer les problèmes complexes en suffisamment d'éléments suffisamment simples pour qu'on puisse avoir une prise dessus et qu'on puisse avoir une chance de les résoudre. Et une fois qu'on a résolu tous les éléments les plus simples possibles de notre problème, on peut revenir à la question globale et donner la meilleure réponse possible. Et j'en viens au laboratoire. La notion de laboratoire, c'est exactement ça. Elle naît à peu près à cette époque-là aussi. Donc une fois qu'on a identifié un certain nombre de questions simples, on a un certain nombre de réponses. On n'a jamais toutes les réponses qu'on souhaite. On n'a jamais la réponse aux problèmes les plus complexes. On peut aller tester les réponses simples qu'on a à des problèmes simples, non pas sur le monde dans toute sa complexité, mais sur des sujets suffisamment simples pour que ces réponses soient testables. Et la notion de laboratoire, c'est justement une expérience ou une expérience contrôlée, c'est simplement le fait de recréer un problème suffisamment proche du problème compliqué qu'on avait au départ, mais suffisamment simplifié aussi pour que les idées simples qu'on a pu dégager puissent être testées. Et on peut tester à petite échelle, sur un système raisonnablement simple, nos idées et nos réponses. Et une fois qu'effectivement on a fait ce travail de laboratoire, on était parti de la nature, on avait conçu des modèles, on avait conçu des réponses simples aux problèmes qu'on pouvait traiter. On les teste sur le monde, là encore sur des expériences contrôlées, et une fois qu'on a l'impression de bien maîtriser les choses, on peut revenir au véritable problème qui est celui du monde tel qu'il est, dans toute sa complexité. Alors, est-ce que c'est
Est-ce que c'est comme ça que travaille un architecte? Donc c'est vers ce système de collaboration interactive qu'on essaye de tendre. Donc, moi, par exemple, dans la practice de mon métier, j'essaye de travailler en think tank avec d'autres métiers complètement interdisciplinaires, en travaillant avec des chimistes, en travaillant avec des écologistes, en travaillant avec des physiciens, avec des agriculteurs, avec des politiques également, pour essayer d'inventer des nouveaux modèles et pousser au maximum les limites de l'architecture. Pour revenir au sujet originel de la table ronde, est-ce que la nature est un laboratoire? Nous, on a une vision beaucoup plus pragmatique, étant donné que notre but, c'est de construire les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on considère que la nature est un laboratoire de recherche et développement qui est en cours depuis 3,8 milliards d'années, et que depuis 3,8 milliards d'années, seuls 1% des espèces vivantes ont survécu. Et on considère qu'en analysant le pourquoi du comment ce 1% d'espèces vivantes ont survécu, on peut en tirer des solutions pour construire des bâtiments durables, soutenables, écologiques de demain. Donc il y a trois grands vecteurs sur lesquels on travaille de façon interdisciplinaire autour des biotechnologies. C'est tout d'abord le biomorphisme qui étudie les formes du vivant. Donc en quoi la forme d'un animal, de sa coque ou de son habitat peut être intéressant à réintégrer dans l'architecture. Je prends par exemple la construction des termitières, qui est un système naturellement ventilé qui intègre une climatisation naturelle, qui réchauffe les espaces intérieurs en hiver et qui les rafraîchit naturellement en été. Donc ça c'est le premier vecteur, le biomorphisme. Ensuite, depuis de nombreuses années, notamment depuis les années 70, on travaille sur la bionique. La bionique qui ne s'intéresse pas aux formes du vivant, mais aux structures du vivant. Donc c'est étudier la plasticité des matériaux, notamment qu'on trouve dans le vivant, tels que les ailes de libellule, finement nervurés qui portent jusqu'à 50 fois leur poids, c'est-à-dire le corps de la libellule, les feuilles finement structurées des feuilles des nénuphars, qui permettent de les réintégrer dans nos plans de structure pour imaginer des grandes plateformes flottantes sur les océans. Et donc, cette bionique qui s'intéresse à l'efficacité structurelle des matériaux. Enfin, on a une nouvelle discipline qui s'appelle le biomimétisme et qui, lui, ne s'intéresse ni à la forme qu'on peut trouver dans les êtres vivants, ni aux structures du vivant, mais aux interactions qui peuvent exister entre différents êtres vivants d'un même écosystème, comme par exemple une forêt tropicale mature, qui fait en sorte que tous les déchets qui sont produits par une famille d'êtres vivants sont considérés comme des ressources naturelles pour les êtres vivants de la chaîne alimentaire. C'est tout simplement un exemple basique, l'exemple de la feuille d'arbre, qui est un déchet rejeté par la photosynthèse et qui se transforme en compost et en nourriture pour les êtres vivants qui vivent au pied de cet arbre. Cette logique des écosystèmes de faire en sorte de transformer les contraintes en opportunités, c'est ce qu'on essaye de travailler à l'échelle urbanistique pour les réintégrer dans le système des flux énergétiques d'une ville et pour essayer de construire des villes qui soient donc moins énergivores et qui arrivent à produire elles-mêmes leur propre énergie et surtout à recycler elles-mêmes leurs propres déchets. Et donc, pour nous, l'analyse des structures de la nature et le travail en collaboration avec des ingénieurs pour essayer de les retranscrire dans les plans d'architecture et d'urbanisme, c'est le process qu'on essaye de mettre en place dans les différents projets qu'on analyse pour réinventer des modes de vie éco-responsables qui allient l'évolution économique d'une ville ou d'un pays avec le respect de son environnement. D'accord, donc en fait, je me trompe peut-être, vous allez me corriger si je me trompe. Pour moi, dans la notion de laboratoire, il y a deux choses. Il y a l'aspect observation, donc c'est tout ce que vous venez de dire, et il y a aussi l'aspect expérimentation. Et donc ce que l'on voit, nous, personnes communes, je dirais, vis-à-vis de la nature, l'expérimentation que l'on voit, c'est des gens qui font des OGM et qui font des expériences qu'on peut faire comme ça. Donc est-ce que, là je vois bien, vous avez bien parlé de la partie observation, analyse des choses, qui pourrait nous parler de la manière dont on peut utiliser la nature pour faire des essais. Parce que là, vous ne faites pas des essais. Les superbes structures que vous nous montrez sur les dessins ne sont pour l'instant que théoriques.
Ah, merde. Donc en fait, sur les projets qui sont présentés, on a 3 projets qui sont en chantier. Donc il y a le projet de la tour Agora Garden à Taipei qui est inspiré de l'hélice ADN. Donc là, c'est vraiment simplement l'analyse d'une structure spiralée. Et donc on a retranscrit cette logique structurelle dans nos plans pour avoir des appartements complètement libres de tout mur porteur, de toute colonne ou de toute cloison intérieure. Ensuite, on a par exemple un autre projet, c'est des maisons en charpente de bois qui sont en construction au Maroc. Et donc c'est des maisons verticales qui s'inspirent de la structure spiralée du Nautil pour avoir une ventilation naturelle par l'introduction de puits canadiens, c'est-à-dire de faire passer l'air à moins 15 mètres sous le sol où on a une température constante entre 12 et 15 degrés et la réinjecter naturellement dans le bâtiment. Et la forme fuselée du bâtiment permet justement d'accélérer ce phénomène de ventilation naturelle. Le fait de s'inspirer des formes et des structures de la nature, c'est ce que l'ont fait par exemple les Japonais sur le dernier train magnétique, où la locomotive du train a une forme aérodynamique inspirée du bec du martin pêcheur par exemple. Et ensuite, il y a aussi plein de nouveaux matériaux qui sont inspirés des qualités chimiques ou plastiques de différentes plantes. Bon, par exemple, on peut citer l'effet lotus, qui est une sorte de vernis qui est rejeté par ces plantes aquatiques et qui a été synthétisé pour être intégré dans les doubles vitrages pour que ces nouveaux matériaux soient lavables par eux-mêmes grâce aux effets de l'écoulement de la pluie sur les surfaces. Et donc nous aussi en tant qu'architectes, on essaie de travailler en amont, en laboratoire, avec les producteurs de nouveaux matériaux et ensuite de voir comment on peut les appliquer sur nos bâtiments. Je citais tout à l'heure par exemple le concept de faire une photosynthèse accélérée en incrustant des micro-algues vertes dans des espaces de double vitrage pour produire de l'hydrogène et de l'électricité qui transforment les bâtiments en leur propre centrale énergétique. Donc ça, c'est le fait de transformer un déchet rejeté par une agriculture intensive de nitrates qui génère des algues vertes, qui elles-mêmes deviennent une source d'énergie renouvelable, donc à l'infini, qui tout d'abord avait été étudiée en recherche fondamentale par des groupes pétroliers, qui maintenant sont repris dans le secteur du bâtiment pour faire des façades intelligentes. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine à moi, c'est l'histoire et je suis tenté en fait de proposer une histoire rapide justement de ces liens entre nature et technique parce que c'est de cela dont il s'agit ici. Peut-être pour revenir rapidement quand même sur la notion de laboratoire puisque c'est dans le titre. Il y a, comme je l'ai dit, pour moi elle est un peu fausse. Il n'y a pas vraiment de division entre le laboratoire et la nature, sauf parce qu'on travaille toujours sur la même substance, sur la même chose. Ce qui est arrivé au XVIIe siècle, entre autres aussi, c'est que, comme Eric l'a mentionné, on a commencé à faire intervenir de nouveaux instruments qui, quelque part, ont élargi la nature. Avec le télescope, on voit plus loin et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a plus d'étoiles, qu'il y a des lunes autour de certaines des planètes, que notre lune a des montagnes et ainsi de suite. Et du coup, la nature macroscopique, on découvre qu'elle comporte de nouveaux éléments, de nouveaux recoins, et on découvre aussi de nouvelles propriétés. Et en même temps, le XVIIe siècle, c'est aussi l'invention du microscope. Et tout d'un coup, là, vraiment, justement, dans le laboratoire, on a accès à une nouvelle nature. On ne va pas pouvoir nécessairement tout de suite travailler avec. On va, dans une certaine mesure, devoir développer des méthodes qui porteront fruit, entre autres, entre les mains de Pasteur. Mais tout d'un coup, la nature aussi microscopique commence à entrer dans le domaine du connu. Et on va commencer à reproduire ce qu'on voit dans le microscope et élargir un peu la nature. En même temps aussi, ce qui arrive en Europe au XVIe et au XVIIe siècle, c'est les grands voyages qui ramènent de nouvelles formes de nature qui seront soumises à l'attention des savants dans les sociétés scientifiques. Et dans certains cas, ces savants vont procéder à des dissections. Et on pourrait considérer que le scalpel, le bistouri sont eux aussi des instruments d'observation, puisqu'ils révèlent des phénomènes, des secrets, des organes intérieurs qui ne sont pas visibles à l'œil nu étant arrêté par la surface des choses.
Ce que notre architecte décrit, c'est par contre, ce qu'il nous rappelle, c'est vraiment la possibilité de relier, disons, nature au sens de nature non contrôlée, nature au sens de phénomène né de l'évolution au cours de millions et de milliards d'années, et de relier ça à la technique. Quelque chose qui est quand même assez vieux. Lorsqu'on examine l'histoire des techniques, on voit quand même lorsqu'on commence à construire des machines, il y a un renvoi parfois naturel qui se fait, une sorte de taxinomie populaire, naïve, comme on dit parfois, qui se fait à partir de la nature. Si je me souviens bien, lorsque les Romains construisent ce qu'on appellerait aujourd'hui des formes de catapultes, l'une d'elles porte le nom d'onagre parce que le mouvement de la machine en propulsant un projectile rappelle la ruade de l'âne sauvage qu'on appelle onagre. Lorsqu'on invente les canons au Moyen-Âge, il y aura plusieurs décennies durant lesquelles on va donner aux canons des noms d'animaux, des noms d'oiseaux, non péjoratifs, des noms d'oiseaux, des noms de reptiles, de serpents, parce que le cadre de référence des gens de cette époque, c'est encore véritablement la nature vivante dans laquelle ils vivent tous les jours, quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu. Et ce sera donc naturel, on retrouve au fil des ans différents inventeurs qui vont essayer lorsqu'ils essayent par exemple d'imaginer des appareils volants, vont commencer par donner de façon plus naïve essentiellement des ailes battantes à des mécanismes. On peut remonter jusqu'à par exemple l'ornithoptère de Léonard de Vinci, et on trouve encore, j'étais encore en train de lire avant-hier un roman de 1790 où c'est un roman de proto-science-fiction, pour revenir un peu au sujet de ce festival, où l'auteur nous décrit un char volant muni d'ailes là je ne sais plus si tout d'un coup j'ai un faux souvenir suscité par la description de Vincent Caillobo, et je me demande même si ce n'est pas des ailes nervurées. Il faut que je relise les notes que j'ai prises. Et encore au 19e siècle, lorsque par exemple on cherche des moyens de faire mieux que les roues à eau des bateaux, on va se tourner vers l'idée de peut-être imiter les nageoires des poissons. Il y a donc une très longue histoire de s'inspirer de la nature pour faire de la technique, et je vois très clairement le prolongement de tout cela dans ce que nous décrit notre architecte. Ça me rappelait aussi d'ailleurs, en parlant d'architectes, il y avait des ingénieurs architectes italiens, je pense, du début du XVIe siècle, qui dessinaient entre autres des cités zoomorphiques. Donc des cités dont le plan reproduisait un peu le profil de certains animaux, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus quelle était vraiment la finalité de cela, mais quelque part cela reflétait cette idée que la meilleure technique est quand même celle qui s'inspire quelque part de la nature. Donc, je rebondis sur cette phrase, la meilleure technique est celle qui est issue de la nature, car ici, depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte que l'activité anthropique avait un peu déréglé la planète, qu'il y avait un changement climatique, il y avait une surproduction de déchets, on construisait des villes hyper énergivores sur le mode horizontal qui dévorait le territoire. Et donc, pourquoi ma génération d'architectes, on s'inspire de la nature, c'est dans son processus global, de dire que la nature n'utilise principalement qu'une source d'énergie qui est la photosynthèse. La nature est toujours économe en matériaux, la nature recycle tout, la nature mise toujours sur la biodiversité, la nature applique toujours la forme à la fonction. Et donc c'est cette intelligence de l'économie, du geste qu'on retrouve dans la nature, qui nous fascine en tant qu'architectes pour essayer de construire des bâtiments intelligents, des villes intelligentes qui utilisent un minimum de matériaux de construction, qui génère un minimum de flux import-export, et donc qui essaye de reconstruire des boucles fermées logiques et de fonctionner finalement comme des êtres vivants. Donc c'est une architecture métabolique, où forcément notre rêve ce serait d'avoir une architecture qui fonctionne comme un corps humain, qui serait capable de se cicatriser de par lui-même, qui serait capable de se reprogrammer tout seul. C'est un fantasme forcément, mais on essaie toujours, peut-être parfois naïvement, mais de toucher cette intelligence du bâti, de transformer le bâtiment inerte de béton et d'acier en bâtiment vivant.
Oui, tu nous parlais tu posais la question des OGM, des expériences sur les OGM. Bon, c'est pas du tout mon domaine, je vais essayer de répondre à ta question, en tout cas de porter une analyse scientifique avec toutes les guillemets qu'il faut sur la question, ou cartésienne, au sens où je l'entendais tout à l'heure. Donc je vais admettre que les spécialistes de génétique moléculaire connaissent leur job. En tout cas, moi, je le connais pas et je n'ai évidemment pas d'avis technique sur la question. Donc on va admettre que les ingénieurs et les chercheurs qui s'occupent de ce genre de choses sont parfaitement compétents et qu'ils ont résolu les questions techniques qui les intéressaient ou qu'ils résoudront les autres dans un futur proche. La question qui se pose pour moi, c'est quelle est la compétence nécessaire pour faire ce genre de choses et quel est le domaine précis dont on parle. Donc, même en admettant que donc les spécialistes de génétique moléculaire, et je suis prudent en utilisant ce terme parce que c'est un domaine qui évolue tellement vite que le nom même de la discipline change tous les 3 ou 4 ans. La physique garde son nom depuis 2000 ans, la biologie moléculaire, la génétique moléculaire, c'est beaucoup plus fluctuant. C'est pas complètement innocent. Si on analyse les choses en termes de discipline, à part la physique et peut-être les mathématiques, mais la physique est une discipline un petit peu à part. La physique est une discipline qui ne s'interdit rien, qui cherche à aller considérer les choses les plus profondes et les plus fondamentales. Alors le prix à payer, c'est qu'on s'intéresse uniquement à des choses très simples. Tu parlais d'atomes, on va considérer des atomes individuels. Si on a 4 ou 5 atomes, pour un physicien, c'est déjà compliqué. On va dire, si on a 10 atomes, c'est le problème du chimiste, c'est déjà trop compliqué pour le physicien. On fait la physique que des particules, mais la physique des particules, c'est aussi particule par particule. Et c'est déjà pas simple de travailler sur quelques particules, découvrir le boson de Higgs. Il faut des machines monstrueuses pour identifier un boson ou une réaction avec un boson. Donc la physique est à la fois extrêmement modeste parce qu'elle s'intéresse à des problèmes extrêmement restreints et en même temps sans limite parce qu'elle ne s'interdit rien. Si on prend les autres disciplines, les disciplines qui sont en quelque sorte plus appliquées que la physique ou qui seront peut-être un jour de la physique appliquée, à commencer par la chimie, mais aussi bien sûr la biologie, mais aussi bien sûr pourquoi pas un jour l'architecture, sont des disciplines qui sont autonomes essentiellement justement parce que la physique ne sait pas encore dire quoi que ce soit sur ces questions. On parlait de physique moléculaire, je disais que pour un physicien, 3 atomes c'est déjà beaucoup. Les chimistes jouent avec quelques atomes, quelques dizaines d'atomes. Des molécules à plus de quelques dizaines d'atomes, ça commence à donner aussi très mal à la tête à un chimiste. Une molécule d'ADN, on parle de 500 000 atomes. C'est même pas la peine d'essayer de faire un traitement de physicien sur ces objets-là. Écrire une équation de Schrödinger ou essayer d'écrire le Hamiltonien, s'il y a des physiciens dans la salle, pour une molécule de 500 000 atomes, vous y serez encore dans un siècle si vous essayez de le faire avec les méthodes actuelles. Donc, c'est même pas la peine de commencer. Et donc les gens qui travaillent là-dessus, alors on pourrait renoncer complètement, et c'est essentiellement ce que font les physiciens, il faut quand même que des gens travaillent sur ces questions, donc il y a des disciplines qui se créent là-dessus, et qui définissent leur champ comme étant justement le champ correspondant à cette échelle-là. Elle se dote de ce que Lakatos, qui est un philosophe des sciences, appelle un programme. Un programme, paradoxalement, c'est l'ensemble des choses qu'elle ne cherchera même pas à considérer. Donc, typiquement, je parlais de physique moléculaire, je parlais de physique des particules. Un spécialiste des OGM ne va jamais se poser ces questions-là. Et alors même qu'ils font de la biologie moléculaire, la vie intime des molécules, la cohérence de la fonction nombre, ce genre de choses, c'est pas du tout leur problème. Donc d'entrée, ils ne se posent pas ce genre de questions aux petites échelles, c'est-à-dire aux choses qu'ils considèrent qui seraient le domaine des physiciens ou des chimistes. Mais c'est aussi vrai aux plus grandes échelles. Typiquement, un spécialiste de génétique moléculaire ne va pas s'intéresser aux sciences politiques, ne va pas s'intéresser à l'économie, ne va pas s'intéresser même à la biologie, à la macrobiologie. Le spécialiste de la molécule ADN ne va pas s'intéresser à l'anatomie du corps humain, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, ça serait pas efficace. Et donc on a une discipline particulière, en l'occurrence la génétique moléculaire, qui va développer des outils. Comme je disais tout à l'heure, on va admettre que leurs outils sont parfaitement au point, qu'ils ont parfaitement théorisé tout ce qu'il fallait pour être capable de créer de nouveaux outils, de nouvelles molécules. Vu de l'extérieur, ça semble bien marcher. On a tous les jours des nouvelles molécules qui apparaissent, de nouveaux OGM. Donc, ils arrivent à faire énormément de choses. Ils ont des laboratoires au sens physicien du terme, c'est-à-dire ils ont des laboratoires fermés dans lesquels ils reproduisent des expériences contrôlées sur leurs OGM et ils sont capables de vérifier que les organismes qu'ils ont créés ont bien les propriétés qu'ils ont prévues dans des conditions parfaitement contrôlées. Donc là, on est dans une science tout à fait traditionnelle et je suis tenté de dire
non seulement sans risque particulier, mais qui marche très très bien. C'est visiblement l'une des disciplines les plus en pointe aujourd'hui, l'une des disciplines qui croît le plus rapidement. Donc si vous cherchez les triomphes de la science dans les 20 prochaines années, c'est probablement autour de la biologie moléculaire qu'il faudra effectivement les chercher. Mais ils ne peuvent absolument rien dire d'autre en dehors de leur domaine. C'est pas leur job. Et les expériences auxquelles tu faisais allusion, pour ce que j'en devine, ne sont pas du tout ces expériences de laboratoire, c'est-à-dire ces expériences qu'on fait in vitro, dans des éprouvettes, dans des environnements très contrôlés. Ce sont des expériences en plein champ. Et là, on se retrouve confronté au fait que plus personne ne sait quoi que ce soit sur la question. Faire une expérience en plein champ, ça veut dire évidemment avoir des composantes de biologie moléculaire parce que c'est la question de base des OGM, mais il va se poser aussi des questions de zoologie. Quelles sont les petites bêtes qui vont venir manger les organismes? Et, comme disait Vincent, on a toute une chaîne alimentaire, on a toute une hiérarchie d'animaux, de végétaux qui vont se nourrir de ce genre de choses et qui ne sont pas du tout envisagés par la biologie moléculaire. Donc les spécialistes de biologie moléculaire n'ont essentiellement rien à dire sur ces questions et leur théorie et leur modèle ne rendent pas compte de ce genre de choses. On a des problèmes de météo. Quels sont les vents, enfin, les climats qui vont permettre aux plantes de pousser, mais aussi bien les vents qui vont emporter des graines à l'autre bout du champ ou à l'autre bout du pays. Là encore, ce sont des problèmes qui sont complètement différents. Et du coup, on se retrouve dans des situations sur lesquelles on n'a strictement aucun modèle, aucune théorie capable de prendre en compte l'ensemble du problème. Et je dirais qu'à partir du moment où on est dans cette situation-là, on ne fait plus du tout de la science. On fait de la science à l'échelle où on sait de quoi on parle, mais la science, fondamentalement, c'est un aller-retour entre les idées qu'on peut avoir sur un problème, le monde tel qu'on le comprend, les représentations qu'on se fait de ce monde, des représentations qui peuvent être plus ou moins sophistiquées, plus ou moins mathématisées. Il y a des modèles, il y a des théories, des modèles numériques, des modèles analytiques. On a tout un arsenal plus ou moins mathématisé, plus ou moins technique, qui nous permettent de nous représenter le monde. Et dans le cadre d'une science donnée, on est capable de dire des choses à partir de cet arsenal. Et on part du monde, on se le représente, on part de notre représentation, on fait des expériences pour vérifier que nos représentations collent bien, que nos modèles fonctionnent bien, que nos théories fonctionnent bien. Si ça marche, on est content, on a validé la théorie. Si ça marche pas, on se remet au boulot, on change, on raffine le modèle, on met la théorie à la poubelle, enfin, on va complexifier les choses. Mais la science, en tout cas la science à la Descartes, la science telle que la pratiquent les scientifiques depuis 400 ans maintenant, c'est cet aller-retour permanent entre le monde, les observations, les choses qu'on est capable de comprendre sur la réalité dans toute sa complexité, et nos représentations. Si on commence effectivement à faire des expériences sur des choses sur lesquelles on n'a absolument aucune représentation, alors on est dans des expériences sauvages, on n'est plus du tout dans des expériences contrôlées. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Effectivement, le fait de lever le nez, de découvrir de nouvelles choses, c'est aussi comme ça qu'on progresse et ça permet aussi de tomber sur des choses intéressantes. Mais pour le coup, c'est là qu'apparaissent des risques conséquents. On n'est plus dans la science pour moi, donc on n'a plus les guides méthodologiques habituels et les balises qui permettent aux scientifiques de savoir à peu près où il est, où il va et de ne pas dire n'importe quoi. On a effectivement une chance de tomber sur des choses intéressantes et d'observer des choses intéressantes du point de vue conceptuel, intéressantes du point de vue économique aussi, j'en doute pas, pour les OGM. Il y a des tas de gens qui seraient très contents qu'il y ait des OGM partout. Mais on a aussi le risque d'observer des choses qui sont beaucoup moins intéressantes, de tomber dans des pièges et de voir apparaître des dangers qu'on n'avait pas prévus. Et pour moi, c'est au moment où on cesse de faire de la science, à partir du moment où on cesse d'avoir ce contrôle, ou en tout cas cet aller-retour entre ce qu'on comprend du monde et ce qu'on s'autorise à faire dans une expérience, que peuvent apparaître des problèmes sur ce genre de sujet. Et d'une façon générale sur tous les sujets. Je voulais pas du tout attaquer les OGM, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant de dire la démarche qu'a le scientifique dans son laboratoire, de dire je vais faire un test, je vais voir ce que ça donne. Et là de dire je prends la nature comme étant un laboratoire, je vais faire un test, je vais voir ce que ça donne. Mais on pourrait imaginer que la nature soit un laboratoire. Un fantasme commun chez les scientifiques, c'est ce qu'on appelle la théorie du tout. Peut-être qu'un jour, dans quelques siècles, on aura effectivement... Moi, je suis physicien, je suis prêt à parier qu'effectivement, beaucoup de choses sont réductibles à la physique et que, je vous disais tout à l'heure qu'au-delà de quelques atomes, on ne sait plus faire grand-chose, mais je ne doute pas que dans quelques décennies ou dans quelques siècles, la chimie sera une partie de la physique, et si on attend encore un petit peu, je suis persuadé que la biologie moléculaire sera aussi une partie de la physique, qu'on aura des outils, des modèles suffisamment puissants, des théories suffisamment puissantes, pour être capable de l'écrire à la façon des physiciens et avec toute la puissance de la physique derrière, y compris des problèmes de biologie. Et ce jour-là, peut-être qu'effectivement, on sera capable d'inclure les problèmes de météo, les problèmes de zoologie, et effectivement,
de faire des expériences parfaitement contrôlées en plein champ. Simplement, on n'en est pas là. Alors c'est bien parce que ça m'amène sur la dernière partie, le dernier type de questions que je voudrais vous poser et qu'on discute ensemble, qui est la science-fiction là-dedans. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Qu'est-ce qu'elle peut amener? Quand on regarde de près, on se rend compte que beaucoup d'auteurs de science-fiction ont des bases scientifiques ou s'intéressent à la science dans le cadre de leur écriture. Est-ce que l'auteur de science-fiction a une démarche scientifique? Est-ce qu'il va créer un espèce de laboratoire théorique dans sa tête? Est-ce qu'il peut apporter quelque chose aux chercheurs? On pourrait considérer que... on appelle parfois la méthode cartésienne la méthode hypothético-déductive. Donc on pose une hypothèse, on déduit les conséquences de cette hypothèse et puis on s'en va dans un laboratoire faire une expérience pour vérifier, pour observer, pour vérifier si les conséquences qu'on a prédites en fonction de cette hypothèse sont bel et bien observées. Il y a, disons, la science-fiction est un très vaste domaine littéraire où il y a plusieurs façons de procéder selon les auteurs, selon les façons d'écrire, selon les façons de vouloir approcher du sujet. Mais effectivement, il y a une partie de la science-fiction qui, dans une certaine mesure, repose sur l'extrapolation. Et si? Et quelque part, c'est un peu l'idée que, on prend une hypothèse, et si les gens décidaient de vivre entièrement à l'intérieur de maison sans jamais sortir dehors, quelles seraient les conséquences de cette hypothèse? Et si? Il faudrait donc d'une façon ou d'une autre, peut-être, il faudrait faire pousser toutes les plantes à l'intérieur d'édifices également. Il faudrait bien contrôler l'oxygénation de l'atmosphère à l'intérieur de ces maisons. Qu'est-ce que ça induirait? Peut-être que justement, il serait possible de profiter des plantes qu'on fait pousser ailleurs pour leur nourriture. Et si effectivement les gens vivent toujours en milieu fermé, peut-être que ça fait de ces personnes-là des personnes toutes désignées pour partir dans l'espace à partir de vaisseaux. Voilà peut-être très rapidement une façon de procéder de l'écrivain de science-fiction pour arriver à un univers fictionnel qui part d'une hypothèse, enchaîne les conséquences, relie les conséquences et arrive à quelque chose qui, on l'espère, sera un peu vraisemblable. Réponse plus courte, mais il y a aussi un écrivain de science-fiction très discret à ma gauche et il a peut-être aussi des réponses à donner là-dessus. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Donc, effectivement, la science-fiction, en fait, elle aide à imaginer les futurs réels de demain. Donc, à travers les utopies concrètes, justement, c'est essayer de mettre en situation, tout d'abord idéologique, intellectuelle, la façon dont, par exemple, on pourrait vivre sur une île flottante. Après, c'est susciter l'imaginaire, la créativité. Nous, c'est par le biais d'images et de textes complémentaires. Et ensuite, c'est créer le débat avec le Parlement européen, par exemple, créer le débat avec des citoyens, créer le débat avec des sociologues pour voir si ce modèle, en dehors de tout style architectural, peut être viable sur le plan social et peut-il implémenter la qualité de vie, pour cet exemple, sur les océans. Et c'est après toutes ces discussions, en fait, c'est que la science-fiction apporte ce dialogue qui peut durer 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour l'élaboration d'un prototype, d'un premier prototype à petite échelle, qui peut être concrétisé, réalisé, et pour passer à une deuxième phase d'étude, pour analyser comment ce prototype réel, une fois mis en situation, peut évoluer. Et donc la science-fiction, pour moi, c'est vraiment la base du process intellectuel dans différents milieux de création, pour arriver quand même à la concrétisation de nouveaux modèles, de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de vivre en adéquation avec la nature. Et donc c'est pour moi, je pense, et pour beaucoup de créateurs, un outil formidable de création qui apporte aussi, on n'en a pas parlé, mais toute la poésie de la vie, de dire c'est quoi la vie sur Terre? C'est d'avoir la vie la plus agréable possible, la plus en adéquation avec ses idées, la plus en adéquation avec son environnement, avec ses écosystèmes, et que la science-fiction apporte tout cet imaginaire poétique qui finalement agrémente notre qualité de vie au jour le jour.
Je dirais que du point de vue de l'auteur et du scientifique, la science-fiction a deux grandes fonctions. La première, je crois que c'est Umberto Eco qui définit quelque part l'auteur de science-fiction comme un scientifique imprudent. Ce qu'il entend par là, c'est que alors le scientifique, évidemment, passe son temps à faire des hypothèses. Le scientifique, en tout cas le chercheur, est quelqu'un qui passe son temps à considérer les systèmes qu'il ne comprend pas, parce que si on les comprenait, on n'aurait pas besoin on ne serait pas dans la recherche. À la limite, on pourrait faire de la très bonne ingénierie, mais quand on a tout compris sur un système, il n'y a plus grand-chose à chercher dessus. Donc le chercheur s'intéresse à des systèmes sur lesquels essentiellement il ne comprend pas grand-chose, et il passe son temps à faire des hypothèses, à faire des spéculations, c'est ce qu'évoquait Jean-Louis à l'instant. Et il y a une grande part d'imagination, bien sûr, dans ce processus. Mais un impératif majeur pour le chercheur, en tout cas c'est l'idée d'Eco, c'est que très vite, ou en tout cas le plus vite possible, après avoir fait ses hypothèses éventuellement un peu sauvages et un peu risquées, il cherche à revenir dans la démonstration, il cherche à vérifier ses hypothèses. On parlait d'expérience tout à l'heure, donc on fait une hypothèse, on a une idée, on crée un modèle, et tout de suite on va essayer de le tester, de le valider. Et bon, s'il est conforme à l'expérience, c'est validé, on peut considérer que les choses sont plus ou moins acquises. Un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'esprit. Et sinon, le modèle est invalide, et puis on recommence le travail. Mais on est en permanence, le scientifique est en permanence dans ce processus de validation par lui-même et de validation par les pairs. On publie quelque chose, tous les collègues connaisseurs de la même question, vont refaire les mêmes expériences, vont refaire les mêmes tests, pour voir s'ils trouvent la même chose aussi, si on peut collectivement s'approprier cette idée et construire dessus ou pas. C'est un processus qui est extrêmement lourd, l'air de rien. D'abord, on se trouve crétin la plupart du temps parce qu'on ne comprend rien à rien, et d'autre part, quand on a l'impression d'avoir compris quelque chose, il y a des collègues qui vous tombent dessus pour vous expliquer que non, finalement, ça ne marche pas, c'était plus compliqué que ça. Alors, on arrive à avoir des choses intéressantes, mais moi, ça fait 25 ans que je suis au CNRS, ou pas loin. Il y a 4 ou 5 idées dont je suis relativement fier, mais enfin, ça fait une idée tous les 5 ans, et c'est pas psychologiquement très très confortable. En tout cas, on ne se trouve pas très malin très souvent. Le scientifique imprudent à l'Eco, c'est celui qui joue avec les idées, qui s'autorise à avoir des spéculations, à créer des mondes, à créer des modèles, à créer des univers, et qui n'a jamais besoin de les confronter à la réalité, qui n'a jamais besoin de les valider. Et le seul but, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à son lecteur. Donc de ce point de vue-là, il y a un lien très direct entre la science et la science-fiction. La première étape du processus ressemble beaucoup dans les deux cas. C'est la vérification qui n'est pas la même. Et donc une fonction de la science-fiction, c'est en quelque sorte la récréation de l'auteur. En tout cas, quand l'auteur est un scientifique, on peut se permettre de jouer avec des choses qu'on ne se permettrait pas autrement. On peut se permettre d'envisager des hypothèses encore plus farfelues que d'habitude ou un peu plus extrêmes, se permettre d'aller un peu plus loin sur des choses dont on sait bien qu'on serait complètement incapable de les valider expérimentalement ou de les vérifier. Donc on peut se faire plaisir en jouant avec des idées avec une beaucoup plus grande liberté que dans un laboratoire de physique. Oui, rapidement, il y a une deuxième fonction de la science-fiction, c'est une fonction un peu militante. Il arrive aussi qu'il y a des idées qu'on a envie de faire passer, il y a des idées qui sont pour le coup bien connues ou pas, mais en tout cas qui traînent dans la communauté scientifique. Et il n'y a pas 36 voies pour faire passer des idées auprès du grand public. Il y a la voie traditionnelle à la Auguste Comte, où le chercheur découvre quelque chose et puis il explique à son collègue professeur d'université qui va l'enseigner à ses brillants étudiants, qui sont les futurs professeurs agrégés, qui vont former les futurs brillants ingénieurs et les futurs cadres de la nation. Et ça prend le nombre de décennies qu'il faut, mais entre le moment où on a trouvé quelque chose au creux des laboratoires et le moment où c'est approprié d'abord par la communauté scientifique, puis par la communauté technique plus largement, et où ça arrive dans l'imaginaire collectif, où tout le monde sait aujourd'hui que la Terre tourne autour du Soleil, si on veut aller jusque-là. Ça c'est Copernic, c'est il y a 400 ans. Tout le monde n'a pas forcément conscience, enfin c'est 450 ans pour Copernic, tout le monde n'a pas forcément conscience du principe de relativité de Galilée qui, 50 ans plus tard, nous explique que c'est plus compliqué que ça. Donc le grand public a à peu près 400 ans de retard sur la science actuelle. Donc ce processus traditionnel de transmission du savoir par l'université, par les enseignements, ça marche bien. On a tous reçu une éducation et on vit dans une société informée par la science et la technique. Et on s'y intègre pas mal, donc ça marche relativement bien, mais ça a ses faiblesses. Et la science-fiction, la littérature en général, offre une voie alternative qui permet
de faire passer des messages du même genre, alors c'est bien sûr pas du tout les mêmes techniques, mais de faire passer un amour de la science, de faire passer éventuellement des idées scientifiques à des gens qui n'y ont pas accès naturellement. Et il se trouve que c'est traditionnel et la communauté des lecteurs de science-fiction, mais il y a aussi pas mal de gens qui ne sont pas dans les deux communautés, pas mal de gens qui n'ont pas de formation scientifique par goût, parce qu'il n'y a pas une mauvaise expérience pour la jeunesse quand ils étaient jeunes, et qui n'ont donc pas accès à la culture scientifique traditionnelle et auquel la science-fiction peut donner cet accès. Et donc la science-fiction peut être pour le scientifique une voie alternative pour toucher des publics qui ne toucheraient pas autrement. Désolé d'avoir été un peu long. S'il nous reste encore un peu de temps, j'avais envie de dire que la science-fiction a peut-être aussi deux autres dimensions distinctives, parce on peut parler prospective, idéation, futurologie, conception de projet. Peut-être que la science-fiction, d'une part, pourrait être conçue un peu comme une science des possibilités. C'est-à-dire que, outre la méthode hypothético-déductive, la science reconnaît aussi la méthode inductive, ce qu'on appelle aussi parfois la science baconienne, parce que son idéal a été articulé par le philosophe anglais Francis Bacon. L'idée qu'on accumule les données pour ensuite en induire de l'étude des données des règles, pour en dégager des possibilités, des nouvelles compréhensions de la nature. Et dans la mesure où la science-fiction, comme le disait notre architecte, génère beaucoup de possibilités, génère beaucoup de mondes fictifs, mais où des mondes fictifs qui, si la science-fiction a bien été faite, où les possibilités de ce monde fictif dépendent les unes des autres. Elles sont, comme dirait un philosophe, compossibles. Et comme la science-fiction existe depuis longtemps, accumule de nombreuses possibilités, dans quelle mesure pourrait-on dire qu'essentiellement, quelque part, la science-fiction est un peu l'étude des possibilités qui ensuite, effectivement, peuvent peut-être informer les praticiens. L'autre dimension de la science-fiction qui est peut-être distinctive par rapport à l'utopie, à tout ce qui est simple prospective, c'est qu'elle raconte des histoires. Et une histoire, ce n'est pas juste, a priori, ou du moins il y a le degré zéro de l'histoire qu'on trouve dans beaucoup d'utopies où il se présente quelqu'un sur une île habitée par des habitants qui ont construit quelque chose de particulier et le voyageur se fait expliquer en long et en large qu'est-ce que cette île et ses merveilles ont de si merveilleux. Mais la science-fiction moderne essaie de raconter une histoire, de rendre intéressant le parcours du voyageur dans un monde inconnu de nous. Et c'est là peut-être que aussi en science-fiction, on peut imaginer qu'est-ce que cela voudrait dire de vivre sur une ville flottante en plein océan. Est-ce qu'on serait parfaitement heureux sur cette île? Est-ce qu'on attendrait impatiemment de toucher terre de temps en temps? Est-ce qu'on accepterait d'élever ses enfants sur ces îles? Et si oui, est-ce que les enfants eux-mêmes seraient heureux? Et peut-être que là, tout d'un coup, se dégage un conflit possible entre les parents qui ont choisi effectivement de vivre en mer, de vivre loin de la nature des continents, et les enfants qui, bien sûr, on le sait, sont parfois insatisfaits de ce qu'ils ont toujours connu et veulent justement quelque chose d'inconnu qui pourrait être le retour à la terre ferme. Et une des propriétés de la science-fiction, c'est de raconter des histoires autour des mondes que l'utopie, que l'architecte, que le prospectiviste imagine. Oui, donc c'est effectivement mettre en situation des futurs possibles pour provoquer le débat et pour lancer les questionnements transdisciplinaires. Donc qu'une solution, qu'une proposition de science-fiction soit faite par un physicien, un chimiste, un philosophe ou un architecte, le but est de lancer la question aux autres disciplines pour pouvoir en parler et voir s'il est possible d'un jour créer ce prototype et effectivement voir est-ce que ce prototype doit être évolutif, comment il peut évoluer, comment il peut s'adapter en fonction des desiderata de chacun et suivant l'évolution des modes de vie encore méconnus aujourd'hui. Alors, puisqu'on a parlé de questions, il nous reste 15 secondes. Bon, là, on va un peu déborder. Je vous propose
vous donner la parole maintenant. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants, des précisions à donner sur ce qui a été dit? Je ne sais pas. Voilà, c'est à vous. Bonjour. En fait, je trouve qu'il y a un aspect de l'articulation entre nature et laboratoire que vous n'avez pas du tout abordé. C'est l'aspect politique, en fait. Est-ce que d'une certaine façon, le laboratoire, c'est pas sortir la science du champ de la politique? On est entre nous, entre chercheurs, on fait de la science, parce qu'on n'aura pas d'impact sur la nature, qui est l'espace de la politique en tant qu'elle est l'espace où vivent les hommes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de confort du laboratoire qui est de se dire, bon, moi je fais de la recherche fondamentale, donc quelque part, ce que je fais, c'est de la découverte, et j'ai pas de responsabilité politique forte dans mon travail parce que je fais de la science fondamentale. Alors, science et politique. C'est certain qu'il y a une intervention politique parfois assez forte dans l'établissement même du laboratoire, du moins tel qu'il a évolué à partir, disons, du XVIIIe siècle pour mener à des applications possibles. Ici, je repense à Pasteur, qui, dans certaines circonstances, lorsqu'il a étudié le charbon du mouton, entre autres, je pense, il s'est instauré, disons, une tension entre ce que dit le scientifique qui sort du laboratoire et ce que disent parfois les praticiens, les éleveurs. Et un des arguments du laborantin, du savant qui travaille en laboratoire, c'est que moi, je sais mieux que le praticien, que la personne qui vit hors du laboratoire, quoi faire. Et dans une certaine mesure, la démarche du savant, c'est parfois aussi de transposer ce qui fait la force du laboratoire, le contrôle des conditions, l'épuration des possibilités, hors du laboratoire. Parce que c'est dans la vie, dans la nature, disons hors du laboratoire, parce qu'il y a aussi une nature dans le laboratoire, les choses sont compliquées. Il y a toutes sortes de facteurs externes. Et comme on le voit justement dans le cas des OGM qui, bon, fonctionnent très bien en laboratoire, mais hors laboratoire, bon, il y a des graines qui viennent d'ailleurs, il y a les graines des organismes génétiquement modifiés qui se répandent dans la nature. Il peut y avoir des interactions avec des micro-organismes et on sait de nos jours que les gènes peuvent, dans une certaine mesure, sortir, disons, de leur noyau cellulaire. Et donc, en laboratoire, tout se passe bien parce qu'on a une seule espèce, un seul phénomène. La force du laboratoire et des savants comme Pasteur, c'est qu'ils ont démontré que si on arrivait quand même à transposer hors du laboratoire certaines de ses propriétés, avec des chaînes du froid pour les vaccins et avec des produits purifiés, on arrivait à produire des résultats que les praticiens hors du laboratoire n'arrivaient pas à générer. On arrivait à guérir des maladies, entre autres. Et là, évidemment, ça entre aussi, bon, ça je prends un biais légèrement différent pour parler de la politique, mais c'est certain que cela devient un argument politique pour obtenir du support pour la recherche scientifique que cette puissance de la science laborantine. Oui, rapidement, je suis tenté de vous répondre à la fois oui et non. Oui, la science moderne, depuis Descartes et consorts, s'est bâtie pour garantir le chercheur contre un certain nombre d'idéologies. À l'époque de Descartes et de Galilée, c'était la théologie. Il s'agissait de faire en sorte que les débats théologiques ne polluent pas en quelque sorte la réflexion scientifique. Et un laboratoire est effectivement en quelque sorte une tour d'ivoire dans laquelle on est débarrassé de tous les enjeux alors, théologiques, mais aussi bien tous les enjeux idéologiques et aussi bien politiques. Et la politique, autant que possible, n'a pas sa place au laboratoire. C'est moins vrai dans la mesure où les enjeux économiques ont tendance à prendre de plus en plus de place, mais en tout cas, effectivement, dans l'idéal, un laboratoire est un endroit où on ne se pose pas des questions trop éloignées du champ disciplinaire du laboratoire. Pour autant, je crois que c'est Oppenheimer qui qualifiait Hiroshima de péché originel de la physique. Je crois qu'aucun physicien aujourd'hui, aucun scientifique aujourd'hui ne peut négliger complètement tous les problèmes politiques qu'il y a autour de sa discipline. Et un scientifique dans son laboratoire est un scientifique qui s'efforce autant que possible de ne pas
penser à la science et ne pas polluer ses réflexions avec la science, mais dès qu'il sort de son laboratoire, c'est aussi un citoyen et qui ne peut absolument pas faire l'économie des problèmes qui se posent à tout le monde, et en particulier des problèmes que sa propre activité peut poser à la société. Bien, je suis désolé, je serais bien resté encore avec vous longtemps, parce que je vois que nos intervenants ont encore des choses à dire, mais nous devons laisser la place au prochain. Donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour votre intervention.